Bonjour à tous. Nous avons fait un choix un peu étrange qui va vous surprendre. Nous n'avons pas soutenu notre propos par un PowerPoint. Voilà, donc nous sommes dans la communication orale, pleine. Alors, notre propos va porter justement donc sur. Alors, il ne s'agissait pas de choisir l'un ou l'autre titre, mais bien d'envisager les deux. Donc, donc, porter sur les obstacles à l'apprentissage du métier d'enseignant du premier degré. Et du rôle joué par l'expérience de dispositifs didactiques dans la formation initiale pour lever les obstacles et amener les étudiants jeunes enseignants à construire une posture professionnelle réflexive. Et donc, notre propos s'appuie sur le compte-rendu d'une pratique dans le cadre d'une recherche design. En tant que formatrice en didactique du français dans le Master MEF, donc le métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation parcours premier degré au sein de l'INSP Lille Hauts-de-France, nous sommes partis du constat qu'un certain nombre d'obstacles faisaient écran aux formations proposées. Ces obstacles étaient les nôtres, autant que ceux des étudiants et des professeurs des écoles stagiaires que nous avons en formation. Ils concernaient autant la formation à distance de la classe que la mise en œuvre en classe des propositions de formation. Très rapidement, les conditions de notre activité nous ont paru de nature à révéler et à générer ces obstacles en nous privant de la possibilité d'être entendus didactiquement de notre public. Les premiers obstacles qui se sont imposés à nous sont d'ordre institutionnel. Nous accueillons des publics dont les finalités à court terme sont différentes. Les enseignants en France sont principalement recrutés sur concours. Dans nos formations, nous avons donc des étudiants qui visent l'obtention du concours, des lauréats du concours en stage à mi-temps, soit visant la diplomation du master et la titularisation sur le terrain, soit déjà titulaires d'un autre master, visant alors la seule titularisation. Les stagiaires en responsabilité peuvent être affectés de la toute petite section de maternelle, donc avec des enfants de 2 ans, jusqu'au cours moyen 2, donc avec des enfants de 10-11 ans. Nous désignerons désormais, pour la commodité de la communication, notre public hétérogène sous le terme générique d'étudiants. Comment répondre dès lors aux préoccupations de nos étudiants lorsqu'elles sont parfois si divergentes? Cette diversité n'est pas en soi un problème à la formation, elle le devient lorsque s'ajoutent le volume horaire et le mode d'organisation des cours imposés. Nous avons 12 heures de formation par semestre pour aborder les savoirs pour enseigner et les savoirs enseignables destinés à des enfants de 2-3 ans jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Toutes les sous-disciplines du français sont concernées: études de la langue, littérature, écriture, orale, lecture, compréhension, entrée dans l'écrit. Au départ, ces 12 heures étaient réparties à raison de 2 heures toutes les 2 à 3 semaines et grenées sans cohérence. Aussi, seuls ceux qui étaient concernés de nos étudiants donc par le niveau de classe et les situations didactiques évoquées acceptaient de tendre l'oreille les quelques minutes de l'évocation. Le travail sur des objets qui n'étaient pas immédiatement transposables dans leur classe ou pour le concours restait sans aucune considération. Dans de telles conditions, nous ne parvenions pas à mobiliser l'attention de chacun, à faire en sorte que tous, qui avaient presque tout à découvrir de la classe et de la didactique, prennent de la distance par rapport à leur situation et à l'urgence, sinon de mettre les élèves au travail, du moins de les garder occupés toute la journée. Du côté des étudiants, nous avons relevé essentiellement des obstacles cognitifs. Obstacles à se rendre disponibles pour une activité qui ne réponde pas immédiatement à leurs attentes, dictées par le travail en classe au jour le jour ou par la didactique pour le concours. Certains de ces obstacles ont été révélés notamment dans la résistance à apprendre à transformer pour les élèves des contenus de formation. Obstacles cognitifs encore, à faire des liens d'une sous-discipline du français à l'autre et à circuler dans les savoirs pour éviter les cloisonnements mortifères pour l'apprentissage. Exemple de circulation. Faire écrire les élèves de maternelle pour leur faire découvrir le principe alphabétique, qui est au fondement de l'apprentissage de la lecture, et donc articuler activité graphique, fondement pour apprendre à lire et démarche d'enseignement. La réflexivité qui doit nourrir l'ensemble du curriculum devenait une gageure. Il n'était pas possible de la faire exercer. Aussi, la formation était-elle vidée de son enjeu fondamental, former des enseignants réflexifs. Ces conditions de travail allaient à l'encontre de nos conceptions pour la formation initiale des enseignants. Nous ne souscrivons pas à un modèle de formation expositif et explicatif. Nous tentons de mettre en œuvre de manière systémique une démarche socio-constructiviste en formation.
de sorte que les étudiants à qui ce modèle théorique est enseigné en fassent l'expérience. À l'issue de la première année de ce fonctionnement, nous étions prêtes, comme la plupart des collègues, à refuser de former ces étudiants en Master 2, sauf si nos propositions de réorganisation étaient acceptées, et elles l'ont été. Nous avons décidé d'affirmer nos choix. Les voici. Alors, le principe de notre action consiste à proposer à ce public hétérogène et exigeant un dispositif de formation qui mette à l'épreuve leur point de vue d'adultes et d'enseignants. Ils y vivent des dispositifs pédagogiques à transférer dans la pratique de la classe, et ce, dans une double perspective. D'une part, ils documentent leur propre activité, et d'autre part, ils reviennent de manière réflexive non seulement sur leur activité, mais aussi sur la pertinence didactique des dispositifs pédagogiques explorés. Notre formation repose sur l'institution du groupe en tant que collectif. Les activités sont toutes menées en coopération, ce qui oblige à accepter que les autres puissent reprendre ce qui a été engagé et verbalisé, que l'on s'en prononce dessus, que l'on articule sa propre pensée à celle d'autrui, que l'on écoute, que l'on prenne et rende à autrui pour prendre et rendre à autrui et ainsi nourrir le collectif par les interactions. Nous pensons la conduite épistémique en jeu comme une démarche concrète particulière à chaque personne pour penser en son nom propre. C'est le fondement même de la coopération. Dans ce cadre-là, nous cherchons à faire une expérience cognitive, sociale, affective aux étudiants en tant que personnes se projetant dans leur métier d'enseignant, et cette expérience opère aux 3 niveaux suivants. Premier niveau, une mise à l'épreuve de leur représentation et de leur savoir disciplinaire pour enseigner. Deuxième niveau, un retour sur l'activité menée qui questionne le premier niveau éprouvé en interrogeant la manière dont ils ont vécu l'activité et ce qu'ils ont mis en jeu de ces représentations et savoirs convoqués. Troisième niveau, une activité méta portant sur le dispositif lui-même qui interroge les 2 niveaux précédents. Cette expérience vise la prise de conscience de ce qui s'est joué pour soi dans le dispositif de formation et, in fine, le dévoilement d'un ethos professionnel. Ce principe de fonctionnement nécessite un cadre éthique engageant la confidentialité, l'absence de jugement de valeur, une énonciation en première personne, autrement dit parler en je, l'accueil bienveillant de toute parole et de tout écrit. Le dispositif de formation a été pensé pour lever donc les obstacles rencontrés. Quels sont ces obstacles? Nous en avons identifié 4 types. Premier type, des obstacles qui concernent l'identification des représentations des étudiants, de leur propre savoir et de leurs compétences. Deuxième type, des obstacles qui concernent les références et les pratiques culturelles. Troisième type, des obstacles qui concernent la représentation des enfants, élèves et de leurs compétences. Quatrième type, des obstacles qui concernent leurs pratiques professionnelles naissantes et leur rapport à. Premier type d'obstacles, donc les obstacles qui concernent l'identification de leur représentation, de leur propre savoir et de leurs compétences. Les étudiants ne se posent pas la question de leur propre procédure quand ils lisent, comprennent, interprètent, écrivent, reviennent sur leur propre production, comme si l'enseignement était déconnecté de leur propre pratique en tant que sujet pratiquant la lecture, l'écriture, la langue. Ils n'interrogent pas leur représentation des écrits et des œuvres, ni leur savoir didactique, ce qu'est l'acte de lire, ce que signifie lire une œuvre littéraire, ce que sont écrire et réécrire. Ils ne convoquent pas tous les savoirs savants à disposition, même ceux acquis tout récemment. Rares sont ceux, par exemple, qui consultent une grammaire de référence avant de faire une leçon sur le verbe. Ils sont souvent dans une grande insécurité sur la validité de leurs compétences de lecteurs et écrivains, ce qui fragilise leur capacité à accueillir la parole ou l'écrit des enfants en tant que propos a priori valides. Deuxième type d'obstacles, les obstacles qui concernent les références et les pratiques culturelles. La plupart des étudiants n'osent pas citer leurs sources, faire référence à des auteurs, des lectures, des films, à ce qui constitue leur culture, ou à l'inverse, nous constatons que des étudiants convoquent des références sans lien avec ce qui est lu, écrit ou travaillé. Cette difficulté a pour conséquence de les empêcher de repérer le déjà là, le déjà su des enfants et de le prendre en compte. Troisième type d'obstacles, les obstacles qui concernent la représentation des enfants élèves et de leurs compétences.
Les étudiants ont souvent une représentation stéréotypée et peu nourrie de ce qu'est la réalité de l'enfant. Ils ont tendance à enfermer les enfants dans une représentation de naïfs, de faiblement imaginatifs, au capital culturel limité. Ils les interrogent assez peu sur leur culture extrascolaire, comme si la culture était la prérogative de l'école. Par exemple, dans une séance de littérature, les propositions des élèves en termes d'interprétation sont peu valorisées, voire peu suscitées. Quatrième et dernier type d'obstacles, donc les obstacles qui concernent leur pratique professionnelle naissante et leur rapport à. Les étudiants ne fondent pas leur enseignement sur l'observation de leur propre pratique en tant que sujet lecteur et écrivant. Ils ne se questionnent pas sur leur propre rapport à la langue et au savoir. De manière très générale, ils se centrent sur les tâches destinées aux élèves sans avoir réfléchi préalablement à la conception didactique de l'activité, et ils réduisent l'intervention de l'élève à une réponse à la consigne prévue ou à leur attente. Ils ont en général une idée arrêtée du résultat à obtenir. On peut voir là l'effet des recommandations à anticiper les réponses des élèves dans leur formation académique. Ainsi, ils enferment l'activité de l'élève dans le prévu de l'enseignant, prenant appui sur les réponses attendues pour faire avancer la séance. Les réponses non conformes à leurs attentes sont alors source d'embarras, aussi les ignorent-ils. Alors, quel dispositif avons-nous mis en place pour tenter de lever ces obstacles ou du moins d'agir sur eux? Nous ne parlerons ici que de celui que nous avons conçu pour le second semestre et nous avons fait le choix, il y a 3 ans, de 3 séances de 4 heures centrées centrées chacune sur un objet didactique particulier. L'une porte sur l'écriture, l'autre porte sur la lecture littéraire et une autre enfin sur la poésie. Le dispositif cherche à interroger systématiquement les représentations des étudiants sur l'acte de lire, l'acte d'écrire et vient reconfigurer leur rapport à la norme. Ils sont mis en activité sous forme d'ateliers coopératifs. Toutes les activités ont été choisies dans le répertoire des pratiques recommandées. Dans la mesure du possible, on leur propose un panel d'activités. Les activités sont suivies d'un temps de retour sur. Le dispositif invite les étudiants à adopter différents points de vue et enfin, la séance se termine par un temps réflexif. Alors, ce que les ateliers mettent au travail. Nous avons choisi de vous présenter dans la séance consacrée à l'écriture, parmi les jeux oulipiens, 2 d'entre eux qui visent des objectifs suivants. Manipuler la langue pour mesurer sa centralité dans l'écriture et pour mieux comprendre des textes. Libérer l'écriture et mesurer le rôle de la contrainte. Et, dernier point, du point de vue didactique, percevoir le pouvoir créatif des jeux, prenant à rebours les représentations habituelles sur l'acte d'écrire, qui posent l'idée comme préalable au texte. Pour rendre compte des effets produits par le dispositif de formation, nous prenons appui sur le témoignage des étudiants collectés durant 2 ateliers en particulier. L'atelier sur l'écriture télégramme, qui consiste à transformer sous forme télégraphique un conte célèbre à partir d'un texte de Bernard Friot, et l'activité écrire à la manière d'eux, qui est extrêmement répandue. Ces 2 ateliers suscitent ce commentaire, je cite, « Travail passionnant qui enrichit l'imaginaire, mais manque de temps pour analyser le travail syntaxique que cela comprend et demande. » Fin de citation. Étant donné que les étudiants font l'activité en tant qu'adultes et non en tant qu'enfants, ils se sont rendus compte de la nécessité d'étudier le procédé d'écriture en jeu dans l'atelier proposé, et notamment le principe de fonctionnement ou la construction syntaxique du texte support, ses modalités d'écriture comme la nominalisation, la réduction de l'énoncé, etc., tout en tenant compte de la tonalité du texte, ici l'humour. On voit par là que le dispositif joue sur leur représentation, sur les savoirs et les compétences à engager. Ce constat que nous venons d'évoquer se retrouve dans le retour que les étudiants ont pu faire sur d'autres ateliers. Il est nécessaire pour concevoir les activités pour les élèves, non seulement de réfléchir au choix du support pour les mettre en activité, comme le veut la tradition scolaire, mais encore d'en faire l'analyse fine, précise, détaillée pour faire émerger les compétences visées. C'est le support qui détermine les types d'apprentissage que l'enseignant met en place. Notre dispositif renverse donc les tactiques de travail des stagiaires qui font face à l'urgence de la classe. Ces tactiques consistent à mettre en lien des compétences pensées en dehors des supports
extraites des programmes avec des supports trouvés par ailleurs sur des blogs d'enseignants et dans des manuels. Ce renversement remet en question ces habitudes de travail en redonnant leur part au savoir savant dans la conception didactique des séances. En outre, les étudiants prennent conscience de la place de la langue dans le processus d'écriture. La grammaire n'est plus un savoir réifié, elle n'est plus considérée comme un savoir externe qui impose des normes à respecter, mais elle est travaillée de l'intérieur de la pratique d'écriture comme génératrice de sens. De même, les étudiants pointent le travail nécessaire sur la formulation et sur le vocabulaire. Leur faire commenter les activités d'écriture après les avoir menées leur fait prendre conscience qu'elles sont plus, je cite, difficiles que ce qu'ils pensaient, et que s'il est difficile de s'éloigner de ces représentations et de se lancer dans l'écriture, néanmoins, ils reconnaissent que, au fur et à mesure qu'ils écrivent, il est plus facile de se lancer dans l'écriture et de trouver des idées, ou encore qu'il est dur de démarrer la machine au début, mais très enrichissant car le partage des idées permet de nombreuses possibilités. Fin de citation. L'expérience de la coopération est plébiscitée par tous et appréciée, disent-ils, pour renforcer la liberté d'interprétation de chacun, même si elle demande un effort de changement de posture lorsqu'ils doivent passer outre leurs réserves et leur jugement de valeur sur leurs propres écrits. Les ateliers ont aussi un effet sur le sentiment de compétence. L'une affirme notamment « J'ai été surprise de ce que nous avons produit alors que nous pensions ne pas être créatives ». D'autres notent qu'il faut prendre des risques et se lancer et qu'il est difficile de se lâcher parfois, mais qu'il faut le faire pour se mettre à la place des élèves. De tels propos laissent affleurer la représentation des élèves comme libres d'écrire parce qu'ils ne sont pas pris dans les raies de l'évaluation ou soumis au poids de la norme, ce qui reste à questionner. Dans la séance consacrée à la lecture littéraire, qui est le deuxième dispositif que nous souhaitons analyser et présenter ici, nous avons proposé un débat selon les modalités suivantes. Les étudiants avaient à lire en amont de la séance 3 œuvres intégrales, une pièce de théâtre, un album et un récit illustré, sur lesquels ils allaient débattre. Les œuvres étaient à leur disposition au moins 3 semaines avant la séance. Pour le débat, le groupe était scindé en 2, avec un cercle des débatteurs au centre, entouré par les observateurs, qui avaient l'interdiction d'intervenir dans les échanges. Après le débat, la parole était donnée d'abord aux débatteurs pour qu'ils évoquent ce qu'ils avaient vécu pendant, puis aux observateurs pour qu'ils rendent compte de la façon dont ils avaient vécu le débat dans cette posture, et ensuite de ce qu'ils avaient à dire du dispositif. Chacun des 3 débats était contraint par une question problématique portant sur l'ensemble de l'œuvre, obligeant les étudiants à la considérer dans son intégralité, à y retourner et à tisser des fils de lecture au fur et à mesure des échanges et de la réflexion. Parmi les objectifs visés, nous en retenons 3 utiles à notre propos. Le premier, développer des compétences littéraires de débatteur, autrement dit défendre son point de vue et l'argumenter, se positionner par rapport à d'autres lectures, accueillir de manière ouverte la lecture d'autrui, porter la compréhension et l'interprétation en collectif. Deuxième objectif, développer des compétences d'observateur, c'est-à-dire être capable d'écoute active sans parti pris, être capable de restituer les propos tenus et de reconstituer fidèlement la dynamique de l'interprétation, être capable de synthétiser le fonctionnement du débat, respecter un cadre éthique pour restituer la parole d'autrui. Troisième et dernier objectif, développer la mise à distance de sa propre interprétation du texte pour s'ouvrir aux interprétations divergentes et se rendre disponible aux propositions des élèves qui ne vont pas dans le sens de sa préparation enseignante. Alors, voici 5 points sur lesquels ces débats ont joué et ce qui a émergé à la conscience des étudiants. Le premier point, ils ont mesuré la puissance de la littérature à travers les problématiques soulevées par les œuvres qui les touchent, comme la mort d'un enfant, le deuil, le souvenir du défunt, ce que signifie grandir pour un enfant et ce que la famille et l'école y peuvent. Deuxième point, comme nous avons décidé de tout didactiser, y compris le fait qu'ils n'aient pas lu les œuvres avant la séance, nous avons intégré dans le cercle des débatteurs des étudiants qui ne les avaient pas lus. Ils ont fait alors un double constat. Premier constat, il leur a semblé possible et légitime de parler d'une œuvre quand le thème la déborde et touche à l'expérience humaine, comme le deuil et la mémoire, alors qu'ils n'ont pas lu l'œuvre. Second constat, ils ne pouvaient cependant pas intervenir tant qu'on en était à construire le sens de l'œuvre. Ils intervenaient après cette construction,
en donnant leur point de vue sur ce que les autres avaient dit des personnages. Par exemple, dans À la vie Allah de Marie-Sabine Roger, il ne pouvait pas se prononcer sur la manière dont l'enfant malade construit son rapport à la maladie et à sa mort programmée, mais il pouvait soit ramener à leur vécu ce qui était rapporté, soit en proposer une interprétation externe à l'œuvre fondée sur des idées reçues. Ce que cette posture mettait en évidence, c'est qu'il leur manquait la lecture de l'œuvre, et notamment le rapport intime que le lecteur construit avec l'œuvre et ses problématiques que seule la lecture offre. Ils mesuraient alors ce que représentait l'expérience de la lecture de telles œuvres, expérience qui leur a fait défaut. Ils affirmaient alors vouloir lire l'œuvre. Troisième point. Les questions problématiques proposées au départ étaient destinées à des adultes et non à des enfants. Ils en étaient surpris et manifestaient d'abord leur embarras pour s'en saisir. Voici par exemple celle que nous leur avons soumise à propos de L'Ogrelet de Suzanne Lebeau. En quoi le travail du bois est-il signifiant pour l'ensemble de l'œuvre? Ou encore, deuxième question, en quoi cette pièce de théâtre est-elle un traité d'éducation? La grande majorité des étudiants a découvert à cette occasion la dimension symbolique des œuvres qui leur était jusque-là inconnue. L'Ogrelet sculpte au cours de sa première épreuve un coq dans un morceau de bois pour occuper ses mains, dit le texte, sublimer ses pulsions dans l'art et le faire exister symboliquement afin d'échapper à son ogrité. De telles questions leur ont fait prendre conscience de l'architecture des œuvres où une scène peut être représentative de la construction de son sens global ou y participer. Quatrième point. Concernant les modes de lecture et la construction du sens, les étudiants ont fait l'expérience d'une pratique de lecture spécifique à la littérature. Un régime lent, avec retour en arrière, circulation dans l'œuvre, nécessité des appuis sur l'implicite et l'inférentiel, et leurs différents niveaux, internes ou externes au texte. En somme, tout ce qui contribue à l'élaboration de l'interprétation. Ils ont pu en mesurer les conséquences sur leur appréciation de l'œuvre. L'élaboration collective du sens leur a permis de mettre en mots leur propre interprétation, de l'enrichir au contact de celle des autres, de leur en faire découvrir de nouvelles et de leur ouvrir des pistes divergentes. Pour les albums et les récits illustrés, la circulation dans le texte était renforcée par la présence de l'image, qui devenait alors une voie d'accès privilégiée au texte, un support à la discussion. Ce rapport de l'image au texte venait alimenter par les lectures successives la construction du sens et l'interprétation. Cinquième et dernier point. Les débats ont remis en question un mode de lecture du récit plutôt consensuel et partagé entre eux, où ils attendent de la lecture un dévoilement de ce que le texte devrait présenter comme mystérieux. De là, ils construisent une représentation qui fait de tout texte une construction à suspense. Par exemple, la présence des titres dans le découpage scénique de L'Ogrelet, scène 8, où L'Ogrelet entreprend et réussit la première épreuve, leur était insupportable, précisément parce que l'issue de la scène est donnée. C'est un frein à leur désir d'en poursuivre la lecture. L'issue donnée les a obligés à considérer que d'autres modes de lecture étaient possibles. Cette découverte leur a ouvert d'autres espaces de signification à l'intérieur du texte. Autre frustration débattue entre eux, la question des fins ouvertes. Parce que ces fins ouvertes ne répondent pas à leur attente de clôture du récit, ils ont été contraints de sortir de leur zone de confort et de mener une activité d'interprétation et de coopération exigée par le texte. En outre, ces fins ouvertes les obligeaient à revenir au texte pour en déplier le potentiel de sens. Les échanges ont fait apparaître des divergences d'interprétation et ont invité chacun à en tenir compte dans la sienne propre, soit pour la modifier, soit pour la conforter. Ainsi, cette ouverture à l'interprétation des autres rend possible l'écoute des propositions des élèves dans la lecture de l'œuvre, quand bien même ces pistes n'auraient pas été prévues par l'enseignant lors de sa préparation. Les compétences littéraires qui se construisent ici, tant en écriture qu'en lecture, le sont dans un condensé qui, grâce à l'expérience, la dimension expérientielle donne corps au savoir et le rend vivant. Il est alors incarné, alors que s'il est acquis dans un format plus traditionnel, il reste théorique et donc souvent lettre morte. Pour conclure, il nous semble que ces séances ont permis aux étudiants de faire l'expérience, notamment de l'écriture et de la littérature. Le plus grand nombre disait faire l'expérience de cet espace d'expression pour la première fois dans leur cursus.
Ils avaient entendu parler des activités proposées, mais leur point de vue en a été profondément modifié parce qu'ils les ont pratiquées et parce qu'ils ont verbalisé ce qu'elles avaient suscité en eux. Le plus spectaculaire dans les transformations s'opérant lors des ateliers que nous menons est apparu en fin de séance dans la reprise méta. Cette reprise visait à se ressaisir de l'ensemble de ce qui s'était passé, des enjeux engagés dans l'écriture et dans les partages de lecture, à se ressaisir également des événements vécus comme les émotions fortes au point que certaines personnes quittaient la salle pour respirer, mais aussi à revenir sur les verbalisations rendues possibles dans les retours sûrs qui ont été, tout autant que le reste, vécus comme une expérience à part entière. Cette manière de finir les séances a joué sur la réaffirmation du choix de leur métier, sur la clarification de leurs convictions et motivations à devenir enseignants, et finalement sur l'expression d'une identité professionnelle naissante, construite dans le rapport vécu entre leur développement et leur rencontre avec autrui. Nous vous remercions de votre attention. Merci.